d'immigration. Vous pouvez lire sur Mediapart les nombreux articles de Karine Fouteau sur ce dossier. Vous pouvez retrouver un dossier complet sur le fameux projet de loi du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui va être présenté en Conseil des ministres durant le mois de février. Vous pouvez lire le compte-rendu et l'article d'Hélène Salvi publié ce matin sur la visite d'Emmanuel Macron hier à Calais. Et pour parler de ce dossier, nous accueillons François Sureau, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors François Sureau, pour vous présenter rapidement, si c'est possible, à ceux qui nous regardent, juste quelques éléments biographiques. Vous avez fait l'ENA, vous êtes officier de la Légion étrangère, mais vous êtes aussi romancier, vous avez publié de la poésie, vous avez fait une carrière dans l'industrie, vous êtes avocat depuis de nombreuses années et vous êtes un avocat spécialisé sur les questions de liberté publique, mais aussi d'asile et d'immigration. Et pardon, je termine juste sur le volet politique, puisque là on est également un peu dans le « en même temps ». Vous êtes présenté comme un ami et un proche de François Fillon, mais vous êtes aussi un ami et un proche d'Emmanuel Macron. Vous avez été l'un des rédacteurs des statuts du mouvement d'En Marche. Bref, tout c'est en même temps. Comment vous conciliez tout ça? On va y aller vite sur ma personne, qui est quand même moins intéressante que la question d'asile. Mais quand on dit ça fait un peu, 130 ans, en réalité, mon travail... Non, vous avez 60 ans. Voilà, en réalité, mon travail essentiel est d'être un juriste. J'ai commencé ma carrière au Conseil d'État et puis ensuite je suis devenu avocat. À la fin de mon parcours au Conseil d'État, comme je m'y ennuyais un peu, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait dans l'industrie. C'était les années 80, c'était assez vivant à l'époque. Bon, et puis je me suis rendu compte que j'étais pas du tout fait pour ça. Donc avoir travaillé dans l'industrie est très excessif. Et après, le côté Légion étrangère, c'est que c'est vrai que, mu par l'amour des lointains espaces, j'ai servi dans la réserve opérationnelle de la Légion étrangère. Essentiellement d'ailleurs, à la fois pour rendre service, puis poussé par la curiosité d'aller voir en détail ce qu'on appelait les opérations extérieures. Sur l'aspect politique, je vais m'exprimer avec la plus grande brutalité. J'ai défendu François Fillon au cours de la campagne présidentielle parce que je trouvais à l'époque, et je trouve toujours d'ailleurs, que l'intrusion du parquet à l'intérieur des campagnes électorales n'était pas réglée dans des conditions conformes à la séparation des pouvoirs. Et je l'ai défendu d'une certaine manière, tout en adhérant, et c'est peu de le dire, à aucune partie de son programme sur aucun sujet. Voilà. Quant à Emmanuel Macron, c'est vrai que j'ai rédigé les statuts d'En Marche, mais ça, les avocats font couramment ça. Enfin, la rédaction de statuts, c'est pas quelque chose de... Et je ne regarde de me présenter comme quelque chose aussi ridicule qu'un visiteur du soir. Voilà. Je crois profondément que les hommes politiques... Vous ne l'êtes pas, c'est ça que vous... Non, je ne le suis pas. Je crois profondément que les hommes politiques vivent dans un autre monde. Ceux-là même qu'on a connus avant, lorsqu'ils accèdent à des fonctions extrêmement importantes. Mais, par exemple, vous n'avez pas vu Emmanuel Macron depuis son élection? Ah si, je l'ai vu, mais je l'ai vu assez peu, et en tout cas, j'ai pas la naïveté, si vous voulez, quand on parle à un président de la République, c'est une chose qui me frappe beaucoup d'ailleurs, c'est que vous pouvez adopter le registre prophétique, pas nécessairement le mien, puis vous êtes sûr d'être pas écouté, ou bien vous adoptez le registre technocratique, vous devriez ou tu devrais modifier l'article temps de la loi du temps, et aussitôt les 250 conseillers qui sont autour expliquent pourquoi votre idée est idiote. Une fois que vous avez connu ça une ou deux fois, eh bien vous répondez aux appels quand on vous les passe, sans vous attendre nécessairement à être écouté, ce qui est la plus sûre garantie de ne pas être déçu. Voilà. D'accord, donc vous partez de ce point de vue-là, c'est qu'éventuellement vous parlez au président, mais qu'il ne vous écoutera pas. Je pars plutôt du point de vue, en réalité, mais ça, c'est une chose qui m'est personnelle et dont je ne suis pas sûr que ça intéresse les auditeurs. J'ai conservé, enfin, j'ai acquis d'ailleurs à l'usage, une assez grande méfiance de la politique, de sa manipulation, des jeux du pouvoir, de la quantité invraisemblable de démagogie qui est incluse. Et finalement, j'ai réduit mon activité politique à l'activité juridictionnelle ou l'activité de défense de causes que je crois essentielles, comme les libertés, le sort des détenus ou l'asile, en ayant quand même largement perdu l'illusion
qu'on pouvait obtenir par la discussion, par l'influence ou par des choses de ce genre, vous voyez, des modifications qui aillent dans le bon sens. C'est peut-être un effet d'idéalisme déçu de ma part. Alors, on avait publié il y a quelques mois un entretien de vous fait par Jérôme Mourdeau. C'était au moment de la publication de votre livre, qui était titré ainsi « Pour la liberté, répondre au terrorisme par la raison ». Et c'était la publication en fait de 3 plaidoiries que vous aviez faites devant le Conseil constitutionnel, ayant débouché, du reste, ces 3 plaidoiries, à 3 censures de textes sécuritaires. C'était le dépôt de QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Et dans cet entretien, et je vous cite parce que finalement ce que vous disiez à l'époque sur les lois sécuritaires, sur l'état d'urgence, sur la nouvelle loi contre le terrorisme qui a été adoptée cet été, ce que vous disiez à l'époque pourrait s'appliquer à l'asile et à l'immigration. Vous disiez les grands principes, il a suffi de quelques attentats pour que ce vernis disparaisse. Il a sauté dans l'administration, où le contrôle politique des exécutifs sur les ministres de l'Intérieur a quasiment disparu. Globalement, en France, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait la loi. Plus de contre-pouvoir, plus de collégialité dans l'élaboration de la loi, plus de contre-pouvoir parlementaire. Vous pensez qu'on est arrivé à ce point où le ministère de la police édicte la loi dans ce pays? Dit comme ça donne une fausse impression, même si je ne retire rien de ce que j'ai dit, on le verra en détail ensuite, mais ça donne une fausse impression d'une sorte de putsch administratif ou politique mené par les ministres de l'Intérieur successifs. Je crois que notre problème est beaucoup plus grave. Je crois qu'en réalité, notre problème, c'est que ce que je sens, et je le vois d'ailleurs à chaque fois que je plaide pour des causes de ce type, ne serait-ce qu'au courrier électronique qu'on reçoit, je ne parle pas des menaces qui vont avec, c'est qu'il y a en réalité une formidable demande sociale absolument gigantesque, dont les ministres de l'Intérieur et les gouvernements ne sont que l'expression, et qui est une demande qui consiste en réalité à trouver dans des solutions extrêmes l'issue aux problèmes qui angoissent les gens. Alors, le terrorisme angoisse les gens. Au lieu de se poser et de se demander 5 minutes si notre système de droit ne permet pas d'y répondre dans les formes normales, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On décide de bazarder le système de droit. L'ampleur de ce qu'il est convenu d'appeler la vague migratoire, sur laquelle il faudra encore discuter d'ailleurs, ampleur incroyablement exagérée à mes yeux par le système médiatique dans son ensemble, génère une angoisse à laquelle on se débarrasse en donnant carte blanche au ministre de l'Intérieur pour en réalité réformer le droit d'asile dans un sens qui pratiquement à certains égards peut être considéré comme étant celui de sa suppression. Mais ce mécanisme, il vaut aussi pour autre chose. Les crimes pédophiles révulsent l'opinion, on décide tout d'un coup qu'on va faire la rétention de sûreté, c'est-à-dire conserver quelqu'un en prison après l'expiration de sa peine, ce qui est véritablement une atteinte aux principes les plus fondamentaux de notre droit. Il y a des affaires de viol ou de harcèlement qui, à juste titre, énervent tout le monde. Eh bien, on se demande s'il ne faut pas tout simplement abandonner les règles de prescription. L'angoisse sociale est telle qu'elle génère un désir d'ordre et de sécurité qui aboutit presque immédiatement à se passer de la quasi-totalité des principes fondateurs. C'est quelque chose d'assez nouveau, et très franchement, je vois cette évolution avec... Alors nouveau, en même temps, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on assiste à un durcissement. C'est mon côté historien. Quand je dis nouveau, ça veut dire 30 ans. 30 ans. Et je pense que c'est dû à plusieurs choses. Il y a des choses qui me frappent énormément et qui sont corrélées à d'autres parties de la politique. Je pense que nous sommes une société qui a peur de manière générale, et qui a peur en particulier parce qu'elle n'arrive pas à penser le mal dans des catégories habituelles. Globalement, vous avez 2 manières de penser le mal. Ou bien vous lui assignez une fonction théologique, c'est ce qui se passe dans les religions, ou bien vous lui assignez une fonction sociale susceptible d'être réduite par la mise en œuvre d'un projet politique. En réalité, nous n'avons plus l'une, même s'il y a des religions résiduelles et certaines plus actives que d'autres, nous n'avons plus l'une, et nous n'avons également plus l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons plus le projet politique collectif, global, d'amélioration de la société, d'avènement de la justice, de progrès des libertés. Dès lors, le mal nous devient insupportable. La position logique face au mal, c'est de la retrancher complètement de la communauté nationale. Pour moi, il y a un lien presque philosophique qui existe entre la déchéance de nationalité à laquelle le président Hollande avait pensé, qui consiste en fait à dire ces gens, s'ils commettent le mal, ce ne sont pas les nôtres. Nous allons les faire disparaître. Ils ne nous appartiennent plus. Ils ne sont plus là.
De la même manière, avec les migrants qu'on souhaite repousser vers l'extérieur des frontières, les détenus qu'on souhaite oublier dans des prisons infectes, parce qu'aucun ministre, depuis une vingtaine d'années, n'a le courage d'affronter courageusement la question des prisons en France, et la question des libertés, et spécialement du terrorisme, où en réalité, on s'oriente vers une espèce d'incrimination a priori de complicité ou d'action, d'actes terroristes à partir d'indices extrêmement ténus. Et je pense qu'un jour, nous allons avoir à affronter le problème de l'incarcération a priori, de type incarcération des fichiers S. Tout ceci me paraît manifester une extraordinaire impatience de la société à l'égard du mal. Alors, ce que vous expliquiez aussi dans cet entretien, comme dans d'autres que vous avez donnés, c'était de dire l'état d'urgence, tout le monde le sait, ne sert à rien passer les premiers jours en matière de lutte contre le terrorisme. Mais ce que vous expliquez, c'est qu'il sert, d'une certaine manière, à masquer le vide de la parole politique, ou l'absence de pédagogie auprès d'une opinion, effectivement, inquiète, en demande de sécurité, et que ce manque d'imaginaire politique, ce manque de projection politique, ce manque de discours politique sur, justement, les grands principes fondamentaux, ouvre la voie à ce durcissement incessant des dispositifs sécuritaires. Je pense qu'il y a deux choses là-dedans et qui sont également préoccupantes. La première, c'est que on se fait des illusions nous-mêmes. Enfin, moi, je m'en suis longtemps fait, peut-être que vous vous en faites. On se fait des illusions sur nous-mêmes. En réalité, quand on entend le discours même des amis de la liberté, globalement, enfin ceux que je range abusivement dans ce camp, et qui sont quand même moins nombreux année après année, c'est un discours qui consiste à dire, au fond, on était des gens très bien, appuyés sur la philosophie des Lumières et la Déclaration des droits. Et puis, à certains moments dans notre histoire, il y a des pulsions violentes qui nous amènent à mal nous conduire. Vichy, les guerres coloniales, etc., etc. En fait, c'est pas du tout vrai. En fait, la France n'aime pas la liberté depuis 1793. Et c'est très mal tenu, dites-vous. Et en réalité, la France est essentiellement d'abord le pays du contrôle administratif. Nous n'avons finalement connu qu'un épisode de liberté publique à peu près satisfaisant, c'est l'épisode du tournant du siècle, c'est l'épisode de 1900. Et encore, si on accepte l'expulsion des religieux, qui serait aujourd'hui considéré, d'après les normes CEDH, comme une atteinte inqualifiable à la liberté de conscience. Donc, je veux dire, ça fait quand même très très peu de temps. Et pour le reste, c'est le contrôle administratif général. Quand on dit aux gens qui ne sont pas des spécialistes de ces questions, qu'il a fallu attendre 1971 pour accepter de contrôler une loi par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, ça veut dire en pratique qu'il a fallu attendre 1971 pour que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'applique en France. C'est quand même absolument inconcevable. Bon. Donc il y a déjà le fait qu'on n'a pas un bon passif, enfin un passif au sens historique. Et en plus, l'autre élément qui frappe, et je vous rejoins à ce que vous disiez sur la pédagogie et le discours politique, l'autre élément qui est frappant, c'est d'une certaine manière le fait que le vernis des droits n'est qu'un vernis dans l'esprit des gens qui nous gouvernent. Ça aurait été la surprise. Alors, dans l'esprit des politiques ou dans l'esprit de l'appareil d'État ? Les deux, parce que, si vous voulez, la France est quand même un pays qui, globalement, est gouverné par sa bureaucratie. Bon, de temps en temps, un type sort de la bureaucratie, est élu ici ou là, mais globalement, allons droit au but, c'est un pays qui est gouverné de manière assez gogolienne ou custinienne par sa bureaucratie. Donc il y a une consanguinité absolument évidente entre le monde de la bureaucratie élevée et le monde politique. Évidemment, il y a des figurants dans les coins qui se font élire ici ou là, qui ont plus ou moins une grande gueule, mais ça reste des figurants par rapport au cœur du pouvoir. Ce qui m'a frappé, c'est que je fais partie d'une génération qui, quand même, a subi à l'école. Enfin, nous, moi, je suis né en 57, on était très marqués par la guerre. Qu'est-ce qu'on aurait fait à cette époque ? Comment est-ce que les gens ont pu se comporter ? Enfin, je suis entré au Conseil d'État, par exemple. Les gens étaient très agités à l'époque. En 81, les gens se posaient la question de savoir comment les membres du Conseil s'étaient comportés pendant la guerre. Et il y avait d'ailleurs, jusqu'aux travaux de Massot, une omerta absolument complète sur le comportement du Conseil d'État, ou à peu près complète sur le comportement du Conseil d'État par rapport au statut des Juifs. Donc il y avait à la fois une mauvaise conscience et puis une conscience très aiguë de ces problèmes. Ce qui m'a frappé au cours des 20 dernières années, c'est de voir disparaître cette interrogation, cette mauvaise conscience et ce doute au bénéfice de l'efficacité policière immédiate et disparaître de manière très, très, très surprenante. Alors, ce que vous dites même, vous évoquez une période historique que nous serions susceptibles de revivre.
Vous dites, ça me rappelle, c'est comme un retour au Second Empire, un mélange de libéralisme économique et de contrôle policier typique des régimes bonapartistes tardifs. Oui. Est-ce que Hollande, quinquennat Hollande, nouveau quinquennat Macron, est-ce que cette analyse reste, cette appréciation vous semble valable également pour l'actuel président? Très honnêtement, je crois qu'elle est multi-quinquennale. C'est-à-dire qu'à l'expérience, j'ai appris à ne pas me focaliser sur tel ou quel quinquennat. Ce qui se passe, c'est que depuis 20 ou 30 ans, je vois se mettre en place un système qui est un système qui, en fait, transcende la totalité des quinquennats et qui obéit à des caractéristiques extrêmement précises. La première, c'est que les grandes questions de liberté ou d'asile ou de sécurité sont posées d'après le prisme des raisonnements administratifs et non pas d'après le prisme des principes. En d'autres termes, ce sont les syndicats de la pénitentiaire qui influent sur l'asile, ce sont les syndicats de policiers qui influent sur les libertés, et c'est le corps préfectoral qui influe sur l'asile. Bon. Et ça, c'est tout à fait caractéristique. L'autre élément qui est caractéristique, c'est que cette grosse machinerie administrative, assez curieusement d'ailleurs, parce qu'on pourrait attendre que les fonctionnaires soient des gens calmes, tranquilles, plutôt gris, pesant le pour et le contre, etc., cette machine administrative se porte tout de suite aux extrêmes. Ça, c'est la grande découverte de ces 20 dernières années. La machine administrative se porte aux extrêmes. Au fond, il y a un problème de pression migratoire. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on décide de faire les pays d'origine sûrs, on en reparlera peut-être après, ou la diminution du délai de recours à 15 jours, c'est-à-dire tuer le droit d'asile. On ne dit pas, il faut peut-être régionaliser, il faut peut-être créer l'OFPRA en autorité indépendante, il faut peut-être donner plus de moyens, il faut peut-être donner plus d'interprètes, Non, pas du tout. On se porte tout de suite aux extrêmes. Il y a un problème avec le terrorisme, le contrôle des sites, l'apologie du terrorisme et les actes terroristes. Qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas, je vais réformer la magistrature, je vais créer des pôles spécialisés de ceci ou de cela, je vais augmenter le nombre de magistrats antiterroristes. Non. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, on écarte les juges et on met les préfets à la place. C'est-à-dire que ce qui est très étrange, c'est de voir une administration qui d'habitude est plutôt l'adepte des solutions moyennes, immédiatement se porter aux extrêmes. Et à chaque fois, on constate depuis 20 ans que dans cette proposition de résolution technocratique des conflits de principe, à chaque fois, elle est suivie par le pouvoir politique, quel que soit le pouvoir politique. C'est un véritable sujet de préoccupation. Alors, le sujet de préoccupation, est-ce que le ministère de l'Intérieur a institutionnellement, je dirais, trop de poids dans ce pays ou a acquis trop d'importance ? Est-ce que c'est un problème relatif aussi, un problème presque institutionnel sur le poids extravagant du ministère de l'Intérieur dans ce pays ? Je crois que en réalité, je crois que c'est un problème constitutionnel. Je ne crois pas du tout que ça soit, si vous voulez, la nature a horreur du vide. Alors le ministre de l'Intérieur, d'une certaine manière, c'est le ministre qui répond à l'angoisse des Français. Alors, le ministre de l'Intérieur, s'il a ce poids, c'est simplement parce que les Français sont angoissés par les étrangers et par le terrorisme et que le ministre de l'Intérieur est en charge de ces questions. Donc au fond, c'est assez normal qu'il ait ce poids-là de lui-même. Ce qui me frappe, c'est l'absence de contrepoids institutionnel intelligent. Vous avez deux contrepoids institutionnels en pareil cas. Vous avez le garde des Sceaux, mais le garde des Sceaux est lui-même empêché ou gêné par les difficultés propres à son administration, par le fait qu'il dirige une administration composée de magistrats dans son organe central, dans son administration centrale. Et vous diriez, si le ministère de l'Agriculture était entièrement peuplé d'agriculteurs, si vous voulez, le ministre aurait probablement un tout petit peu de mal à gérer son problème. Et puis surtout, il y a une disparition presque totale du contrepoids parlementaire. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup frappé au moment de la discussion de la loi de sortie du terrorisme. Dans cette loi, vous avez une disposition qui prévoit l'augmentation du contrôle administratif, qui était en fait autrefois l'exception et qui maintenant devient la règle. C'est-à-dire que 20 km autour des gares et aéroports principaux et pour des durées de 12 heures, la police administrative, sans opération judiciaire particulière, sans recherche d'une infraction, etc., demander ces papiers à tout le monde. Tout le monde, on pense bien que ça va concerner plutôt les basanés que les autres, mais c'est ça l'idée. C'est présenté dans un projet de loi de lutte contre le terrorisme. Alors j'ai eu la curiosité de regarder attentivement les débats parlementaires. Normalement, dans un système parlementaire à peu près convenablement organisé, quelqu'un vient dire au ministre de l'Intérieur, c'est très très bien, vous nous proposez de faire ça pour lutter contre le terrorisme, vous allez donc nous donner la statistique des cas où
les interpellations sur le fondement des contrôles administratifs ont débouché sur des poursuites au titre de l'antiterrorisme. Si cette question avait été posée, la réponse est simple. 99%, c'est des infractions à la législation du séjour. Donc ça n'a rien à voir avec le terrorisme. À ce moment-là, le dialogue s'engage et on dit au ministre, mais comment voulez-vous nous faire avaler ça dès lors que ça n'a rien à voir avec le terrorisme? Cette question n'a été posée par personne. Par personne. Faiblesse du Parlement. Alors, ce qui est toujours absolument ahurissant, c'est de voir... Mais je ne suis pas non plus un apôtre du Parlement qui vote année après année les dispositions les plus liberticides sans sourciller. Les parlementaires sont passés maîtres dans l'art de réclamer plus de pouvoir au Parlement. Monsieur Larcher, Monsieur de Rugy, là, se livrent à des consultations en vue de faire part de leurs idées constitutionnelles au président de la République. Il est à peu près sûr que ces consultations vont résulter en une masse énorme de demandes d'accroissement des pouvoirs du Parlement. Sauf qu'il n'en use jamais. Enfin, c'est une demande purement corporatiste qui ne débouche pas sur l'amélioration de la situation des libertés publiques. Alors, et ça, c'est très préoccupant. Venons-en sur ce projet de loi asile et immigration. Si vous voulez bien, juste pour cadrer le débat, parce que hier, l'équivalent de l'Office des migrations allemand a donné les derniers chiffres. Et donc, je vais vous les citer. En 2017... Chiffre 2017, l'Allemagne a accueilli 186 644 demandeurs d'asile qui ont obtenu le statut de réfugié et a procédé à 26 000 reconduites à la frontière. En 2015, elle en avait accueilli 890 000. En 2016, 280 000. Pour la France a accueilli... Pardon, je me trompe de ligne, a accueilli en 2016 26 000 personnes. 26 000, on est dans un rapport de 1 à 10. Alors, c'est beaucoup que l'Allemagne aura accueilli en 3 ans près d'1 300 000 réfugiés. Cet écart entre la France et l'Allemagne, tout le monde semble le considérer comme normal et ne venant pas interroger les politiques migratoires françaises. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là-dessus, je pense quand même plusieurs choses. C'est-à-dire que, d'abord, je crois qu'il faut poser en principe, dans le respect de la dignité des personnes, que les gens ont en général le choix du pays de destination. Oui. Et franchement, ça fait 10 ans que je travaille comme bénévole dans une association d'aide aux demandeurs d'asile, donc je vois bien comment ça se passe. Les Français ont une manière presque néocoloniale de voir le truc. Genre, il suffirait qu'on ouvre pour que tout le monde vienne chez nous. Si les gens ne viennent pas chez nous, c'est parce qu'on n'ouvre pas, c'est parce que notre gouvernement, tous les bénévoles avec qui je travaille disent ça. Bon. En fait, quand on regarde attentivement et quand on discute avec les réfugiés eux-mêmes, on se rend compte que pour la plupart, ils ne veulent pas venir chez nous. Oui. On est un pays de cul-de-sac, on est l'un des derniers pays qui préfèrent. Alors évidemment, c'est à égalité avec l'Italie. Enfin, s'ils peuvent aller dans les pays du Nord ou s'ils peuvent aller en Allemagne, c'est là qu'ils préfèrent. Donc le premier élément, c'est que les réfugiés, en fait, c'est pas des canards sauvages. C'est la raison pour laquelle je déteste le mot de migrant. Une maladie migre, un animal migre, un virus migre, mais pas un être humain. L'être humain, il est émigrant ou immigrant, mais il fait quelque chose. Et le réfugié, en règle générale, il sait où il veut aller. Donc la première raison quand même, je me souviens d'ailleurs, quand il y a eu les affaires de Syrie, il y avait des scènes absolument effarantes où on voyait Pascal Brice, le patron de l'OFPRA, qui est un homme tout à fait bien. Convaincre oui, qui était là et qui tentait de convaincre les réfugiés syriens que c'était super bien en France. Bon. Donc le premier élément, c'est que la différence entre les deux... Juste, pardon, je vous interromps pour donner le chiffre. La France a accueilli 3005 réfugiés syriens dans le programme européen, de relocalisation. Je pense quand même qu'il y en a plus en dehors du programme de relocalisation, parce qu'il y a des présentations directes. Dans le cadre de ce programme, 3000. Mais si vous voulez, ce qui est frappant, c'est que la différence s'explique aussi par le fait que pour un ensemble de raisons, il y a beaucoup de gens qui ne désirent pas venir chez nous. Alors pour le reste, je pense que notre système est un système mal pensé sur le plan administratif. C'est-à-dire que je pense que et c'est un système qui est gouverné par un aléa beaucoup trop grand. Prenez par exemple, moi je suis très partisan du mécanisme de l'OFPRA suivi de la Cour nationale du droit d'asile, mais jusqu'à ce que Brice fasse améliorer le travail de l'OFPRA... Brice qui est le directeur, Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, qui examine les demandes d'asile. Jusqu'avant, le système était assez navrant, jusqu'à ce qu'il redresse un peu la barre. Près du tiers des décisions de l'OFPRA étaient annulées par la CNDA avec des délais totaux de 2 ou 3 ans. Et vous êtes quelqu'un de normal, vous voulez venir en France, vous êtes persécuté, vous n'allez pas courir le risque
voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas courir le risque d'un aléa pareil, d'un aléa juridictionnel aussi important, après une durée de temps aussi longue. Donc je pense qu'il y a énorme, en dehors de la situation du marché de l'emploi, etc., il y a énormément de choses qui concourent à faire que les gens préfèrent aller en Allemagne. Par parenthèse, ça réduit complètement à néant cette chose assez ignoble, en fait, que j'ai entendu assez souvent dire et qui est encore dite plus pour le coup à droite qu'à gauche, même si en matière d'asile, ces divisions ne sont pas totalement opérantes, qui est que tous ces gens viendraient pour faire la chasse aux allocs. S'ils venaient pour faire la chasse aux allocs, ils viendraient en effet plutôt ici, où globalement, notre système, bien que pas parfait, d'allocation de demande d'asile, l'ancienne allocation temporaire d'attente, et de logement, malgré tous ses défauts, est quand même beaucoup mieux que ce qu'on pourrait trouver au Liban ou en Turquie, par exemple. Bon. Eh bien, même ça ne suffit pas à les faire venir. Vous avez dû écouter attentivement les déclarations d'Emmanuel Macron hier depuis Calais. Eh bien, je vous avoue que non. Qui est un discours, Hélène Salvi en rend compte sur notre journal, qui est un discours de fermeté totale, d'hommage très appuyé aux forces de l'ordre et de critiques vives aux différentes associations. On a droit un peu à tous les poncifs du genre, les belles âmes, les moralistes, etc., etc. Bref, dans cet équilibre que voulait présenter le président de la République, humanité, fermeté, c'est le versant fermeté qui a été mis en scène par ses propos hier. Et vous aviez justement signé, vous tenez une chronique hebdomadaire dans le journal La Croix, et votre chronique du 2 janvier, si je ne me trompe pas, dans cette chronique du 2 janvier, vous qualifiez justement d'inhumaine. Vous écriviez « On ne peut pas faire de l'inhumanité une politique » en commentant donc ce projet de nouvelle loi asile-immigration. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous semble les points insupportables de ce projet de loi? Quels sont les points? Les points, en fait, là aussi je vais reprendre un peu de hauteur. En fait, tout est insupportable dans cette affaire parce que aucun des acteurs n'est animé par le souci de la vérité. Et je vais les prendre les uns après les autres. Il n'y a pas de vérité de la part du gouvernement. Quand le ministre de l'Intérieur ou quand le président de la République dit au fond je vais essayer de faire une politique juste et équilibrée, il n'y a pas de vérité. Pourquoi? On s'en rend compte comment? On s'en rend compte quand on observe que les dispositions du projet de loi qui ont été préparées par le ministre de l'Intérieur sont les mêmes dispositions qui visaient en réalité à restreindre la demande d'asile dès l'origine, qui existait à l'époque où la pression migratoire n'existait pas. Ce qui veut donc dire que le ministre de l'Intérieur, depuis 20 ans, ce qu'on sait, son but est de tuer la demande d'asile en général et pas de mieux distinguer entre guillemets, les vrais réfugiés et les faux réfugiés. Oui, ou de mieux s'adapter à des situations nouvelles. Ou de mieux s'adapter à des situations démographiques nouvelles. C'est toujours le même projet depuis 20 ans. Je vous en donne deux exemples. Premier exemple, qui est le pays d'origine sûr. C'est extraordinaire, le pays d'origine sûr. Ça veut dire... ça consiste à dire globalement qu'on peut refuser l'asile en France parce que la personne qui a quitté son pays se trouve dans un pays limitrophe où il est tranquille. Tout ça sur une espèce de fond de racisme implicite qu'honnêtement je trouve ça un peu insupportable. Serait passé par un pays jugé jugé sûr par la France. Globalement, sa merde en Syrie. Alors, t'es très bien là-bas en Jordanie, il y a des mosquées comme chez toi, il fait chaud comme chez toi, tu restes là-bas. Alors, ce raisonnement, c'est un raisonnement qui en réalité aurait conduit à dire à Einstein à peu de choses près, écoute, t'as quitté l'Allemagne nazie, t'as transité par la Belgique, tu peux rester chez toi. Ou un réfugié hongrois de 56, tu passes par l'Autriche, t'es passé par l'Autriche, on te refuse l'asile parce que t'avais qu'à rester à Vienne. Tout ça, franchement, c'est très simple. C'est la mort du droit d'asile constitutionnel et la mort du droit d'asile conventionnel. Alors ça a provoqué un tel tollé, il faut préciser que Gérard Collomb a retiré cette mesure du texte. Ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit que révèle le simple fait de l'avoir introduite. Voilà. De la même manière, quand on réduit à 15 jours, pour des gens qui vivent dans la rue, qui ne connaissent pas le français, qui sont dans des situations quand même très difficiles, quand on réduit à 15 jours la possibilité de faire appel d'une décision négative de l'Office pour aller devant la CNDA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut rejeter tous les demandeurs d'asile. Non pas choisir les bons demandeurs d'asile par rapport aux faux, les entre guillemets économiques, dont le gouvernement nous dit qu'il veut se séparer.
ça vise la totalité de l'effectif. Si le but était de mieux choisir entre les bons et les mauvais, si je puis dire, on dirait plutôt vous avez 3 mois pour faire un recours. Oui. Comme ça, plus votre recours est sérieux, plus on va voir qui sont les bons, qui sont les mauvais. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de vérité. Il n'y en a pas davantage quand on nous dit que l'État se comporte très très bien et qu'il n'y a qu'à lui tresser des couronnes humanitaires. Je veux dire, j'ai plaidé personnellement pour le secours catholique en référé à Calais parce que le ministre de l'Intérieur s'opposait à des points d'eau. Alors, l'idée que tout ça se passerait très très bien... Le secours catholique, par exemple... toutes ces violences policières... Et puis le secours catholique est obligé de marquer ses couvertures et de marquer ses sacs de couchage pour éviter que... Si vous voulez, je trouve qu'on ne peut pas bâtir une appréciation raisonnable du système de l'asile sur un tel déni de réalité. Ça, c'est la vérité du gouvernement. Il y a également, par ailleurs, un déni de vérité et de réalité à la fois sur ce qu'est l'asile. Si vous voulez, globalement, on oppose l'asile politique, le truc classique, le membre du gouvernement républicain espagnol, l'Afghan persécuté, le Syrien qui n'est pas dans le bon camp, etc., à une sorte d'asile d'immigration économique déguisée. En fait, il y a une très grande insensibilité à parler de ces choses de cette manière, parce que on se rend compte que ce que les gens viennent chercher ici, à tort ou à raison, et ça n'est pas pour autant qu'il faut tous les prendre, je dirai un mot là-dessus ensuite, mais c'est une forme d'asile existentiel, dont personne ne semble avoir conscience. Ils veulent simplement être reconnus comme des sujets dignes. Ils veulent pouvoir, dans leur pays, peut-être que beaucoup d'entre eux n'ont pas été persécutés politiquement au sens de la Convention de Genève, ils veulent épouser qui ils veulent, ne pas être soumis à une justice arbitraire, ne pas être soumis à un gouvernement corrompu, choisir le métier qu'ils veulent choisir et pas celui que la famille choisira pour eux. Enfin, si vous voulez, l'expérience concrète du demandeur d'asile, c'est ça, c'est de l'asile existentiel. Ça n'est pas indigne de vouloir ça. Au fond, quand un pays ne marche pas, on a 2 choix, on fait la révolution ou on s'en va ailleurs. Et il y a ceux qui choisissent de faire la révolution et ceux qui choisissent d'aller ailleurs, et franchement, on les comprend. Ils ne méritent pas d'être traités de cette manière. Faut-il adapter pour autant notre concept classique du droit d'asile? J'en sais rien, mais je trouve que ça mériterait une réflexion véritablement approfondie. Et puis la troisième partie, qui est un déni de réalité tout aussi important à mon sens, qui est d'une certaine manière le déni humanitaire, si je puis dire. On entend souvent les associations dire « on refuse tout tri ». Alors ça, je le comprends très bien quand il s'agit du tri de vérification, c'est-à-dire la circulaire qui est en train d'être attaquée par les associations, la circulaire du ministre de l'Intérieur qui permet d'aller... d'intervenir dans les centres d'hébergement d'urgence pour cette circulaire pour contrôler les gens. Voilà, pour moi, cette circulaire est effarante. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait motivé à écrire l'article dont vous parlez. Elle est effarante à un double titre. D'abord parce que, encore une fois, c'est ce que je vous disais sur la capacité d'oublier les principes quand ça vous chante. Le principe de base, c'est que les données personnelles, la CNIL le dit très bien, eh bien, on ne peut pas les demander à quelqu'un d'autre que vous. Hein. On ne peut pas les demander à votre logeuse vos relevés de banque, quoi. Alors, c'est exactement pareil. Et sous ce rapport, cette circulaire, à mes yeux, est grossièrement illégale. Elle est en plus d'une extrême insensibilité à l'égard des gens qui, dans les centres, se dévouent pour accueillir des personnes qui sont dans des situations de grande détresse, de grande fragilité, etc. etc. On ne peut pas leur demander de se transformer en auxiliaires de la police administrative, ça n'est pas possible. Et puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont rester dehors. Les gens qui sont en situation irrégulière et qui crèvent de froid dehors, s'ils pensent qu'ils sont exposés au contrôle d'identité, ils vont rester dans la rue. Donc c'est à la fois illégal, gribouillesque et insensible. Donc je suis totalement opposé au tri en ce sens. Maintenant, en revanche, je pense personnellement qu'on ne sauvera pas le droit d'asile si on ne trouve pas le moyen d'améliorer le discernement entre les personnes qui peuvent se réclamer du véritable asile, le cas échéant un peu étendu du côté de l'asile existentiel, et ceux qui simplement utilisent l'asile pour rouvrir la porte que l'interdiction de l'immigration légale a fermée. Oui, mais enfin, l'OFPRA n'est pas très généreuse dans l'octroi du statut de réfugié, tout de même. Quand on regarde les chiffres et les taux d'acceptation des dossiers... Le taux d'acceptation est du tiers. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bondir. Je pense que c'est un taux assez généreux à l'usage, quand vous regardez ce qui se passe. Ça fait des années que je m'en occupe maintenant. Il est bien moins qu'en Allemagne, par exemple. Oui, mais encore une fois, le but, là, je ne sais pas ce que font les Allemands. De temps en temps, les Allemands, ils font des trucs bien, puis l'expérience a montré qu'il y a d'autres moments où ils font des trucs pas bien du tout. Donc, au fond, l'idée comparatiste, moi, vous voyez, c'est vraiment pas mon truc. J'essaie de voir quel est le système le plus efficace. Beaucoup des réfugiés que j'ai défendus
J'étais très content de la défendre d'ailleurs, donc on racontait des tas de trucs, ils avaient le statut. Et ensuite, ils obtiennent la nationalité française, ce qui est bien normal, hein, l'article 32 de la Convention de Genève. Et puis ensuite, ils retournent dans leur pays. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'en réalité, ils n'étaient pas menacés dans leur pays. Si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'asile existentiel. Voyez, je pense que la proportion du tiers, en dehors des cas de type cataclysme, Syrie, Irak, vous voyez, la proportion du tiers dans des pays normalement constitués est une proportion qui correspond à quelque chose. Alors, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'est pas déraisonnable. C'est pas la Grèce qui n'en donne aucun, c'est pas la Hongrie qui leur tape dessus, c'est pas, vous voyez, c'est pas une proportion déraisonnable. Et là-dessus, il me semble que l'effort d'imagination commune qui devrait être fait par tout le monde, c'est comment repenser le système pour rendre ce taux, si je puis dire, le plus parfait possible. Si 30% c'est pas assez parce que les cas justifient qu'on monte à 40, on monte à 40. Si c'est trop parce que les cas justifient qu'on aille à 20, on va à 20. Mais en tout cas, de rendre le système beaucoup plus efficace. Oui, mais alors il faudra répondre à la question que vous évoquez sur qu'est-ce que l'asile existentiel. Bon, il faudra le définir. Mais j'aimerais bien que cet élément-là, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on en discute entre la moitié des associations qui disent on accueille tout le monde, ce qui est totalement impossible dans l'état de l'opinion, et le ministère de l'Intérieur qui dit rentrer dedans et taper dessus. Je ne vois pas le cas dans lequel on pourra se mettre d'accord sur des améliorations qui me paraissent raisonnables. Sans compter que là-dedans, il y a des choses qui me paraissent vraiment blâmables, si vous voulez. Beaucoup de gens, par exemple, la demande d'asile, vous avez à l'heure actuelle une demande d'asile importante, notamment tous les gens qui passent par Vintimille, qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Alors, ils viennent tous d'Afrique de l'Ouest, deux pays qui sont de grands copains de la France, qui financent nos campagnes électorales, dans lequel tout le monde sait que tout le monde touche du président de la République jusqu'au moindre douanier dans le cadre des réseaux de passeurs. Ah, mais il n'y a pas de problème. Ça ne gêne personne. Si vous voulez, il y a là aussi un déni de vérité diplomatique absolument extraordinaire. Alors, on va être obligé de terminer, François, sur une dernière question. Comment vous expliquez, puisque vous connaissez bien Emmanuel Macron, que vous lui parlez de temps en temps, comment vous expliquez qu'il soit aussi sourd et aveugle face à ce qui se passe dans une partie de la société française, que sont tous ces mouvements de solidarité envers les réfugiés ? Et pas seulement par les grandes associations qui toutes sont vent debout contre ce projet de loi, d'Emmaüs, Secours Populaire, Secours Catholique, CIMAD, enfin et toutes les grandes associations, mais on voit aussi dans les régions, dans des petites municipalités, toute une série de mouvements de solidarité. Comment ce pouvoir peut-il être aussi sourd et tenir la parole de l'État en surplomb, ignorant la société ? Je vais m'efforcer d'être d'un grand optimiste. Je vais écarter, parce que, au fond, j'aimerais pouvoir l'écarter, l'hypothèse purement politicienne. Hein, l'hypothèse politicienne, elle consiste à dire, c'est un mécanisme que j'ai vu à l'œuvre chez les autres gouvernements, en fait, les Français n'aiment pas les étrangers. Par étrangers, ils entendent des Français d'origine étrangère, mais qui sont bien français, et comme cela, on ne peut pas y toucher, on va toucher aux migrants. Voilà. Je vais écarter ça, qui me paraît être une partie du transfert d'hostilité de la population française sur les migrants parce que c'est plus commode. On va imaginer que tous les problèmes viennent d'eux, hein, comme si les terroristes n'avaient pas eu de passeport français. Non mais j'élimine ça. J'élimine même cette espèce d'idéologie sécuritaire, de pression sécuritaire, d'idée que le gouvernement fait ça parce qu'il pense qu'il y voit un avantage quasiment électoral. Je vais avoir une manifestation d'optimisme peut-être déraisonnable. Je ne parviens pas à imaginer qu'on ne puisse pas aboutir, non pas à une cote mal taillée entre... Si vous voulez, le défaut de ce système, c'est qu'au fond, le président de la République prend les habits du réalisme, alors que les autres prendraient les habits de l'idéalisme. C'est entièrement un faux débat dans la question de l'asile. Donc je ne parviens pas à renoncer à l'espoir, que j'espère n'être pas illusoire, qu'on va enfin trouver le moyen de fabriquer une politique juste en matière d'asile. Ma conviction institutionnelle, personnelle, c'est qu'on ne la fabriquera pas tant que l'asile sera géré par le ministère de l'Intérieur, parce qu'historiquement c'est le ministère de la Police des étrangers, parce que ces décisions ne seront pas jugées légitimes, à tort ou à raison, plutôt à raison d'ailleurs quand je vois les articles de loi qu'ils osent proposer. Et que si on sort dans ce pays très administratif, si on ose enfin sortir l'asile du ministère de l'Intérieur, on arrivera
à trouver des modes de discussion et d'association un peu plus faciles avec les associations, avec les gens qui s'en occupent, etc. Ce qui est quand même très frappant, et ça vaut pour l'asile comme pour les libertés publiques, c'est qu'en réalité, on a affaire, je vous le disais au début, à un pouvoir très, très bureaucratique. Enfin, on réforme le droit des libertés publiques, on ne va pas demander à Mme Delmas-Marty ce qu'elle en pense. Oui, vous voyez bien qu'on est là, que tout le monde est dans cette fameuse Ve République, que tout le monde reste dépendant de la parole présidentielle. Oui, le président, là-dessus, s'est mis dans l'ombre de son ministre de l'Intérieur et a fait la démonstration hier à Calais, et il l'a expliqué, il l'a explicité, qu'il n'y aurait pas d'ouverture. Donc là, il y a une interrogation qui vaut publication d'une tribune dans Le Monde d'hier par quelques-uns des plus proches d'Emmanuel Macron, dont Pisani-Ferry, dont Lionel Zinzou. Donc là, il y a une interrogation politique, c'est pas une interrogation politique faite à Emmanuel Macron. Ah bah non, mais ça, c'est absolument l'évidence. Mais ce que je persiste à espérer contre toute espérance, mais ça vaut pour Emmanuel Macron comme ça valait pour son prédécesseur, et à mes yeux comme ça vaudra pour son successeur, c'est qu'enfin on trouve, sous la Ve République, et peut-être est-ce en effet une question institutionnelle, un mode de décision publique qui ne fasse pas tout dépendre d'une part d'une parole symbolique présidentielle, et d'autre part des agissements d'une administration qui, en réalité, respecte moins les principes qu'elle n'organise son propre fonctionnement selon ses propres normes. C'est-à-dire, à la fin, c'est ce que je vous disais, l'asile est devenu la chose du corps préfectoral, comme les libertés sont devenues la chose de la police. Et ça, il faudra bien que ça finisse. Très bien. François Sureau, merci d'être venu. Merci de cet entretien. Puis, de toute façon, c'est un